Je vais donner la parole à Sophie Madeleine qui va nous lire la communication de Jean-Claude Golvin consacrée au Grand Sérapéum de Rome. Merci. Aucun de vous n'ignore, je pense, les difficultés d'accès à ce colloque qui ont conduit certains conférenciers à annuler leur présence parmi nous. Jean-Claude Golvin, qui est pour l'équipe un modèle, tant sur le point de vue scientifique que sur le plan humain, m'a demandé de lire sa conférence devant vous. Je suis passée par différents états en lisant ce mail, de l'honneur devant cette marque de confiance à un vide sidéral en imaginant la déception du public. Donc j'en ai bien conscience. Jean-Claude, à chaque fois que je t'ai écouté, j'ai eu l'impression d'avoir 6 ans et d'apprendre une véritable leçon de vie. La dernière fois, c'était à Nîmes. Je te demandais comment tu trouvais le temps de réaliser des publications scientifiques, de réaliser le tome 2 de la bande dessinée Quadratura et de t'engager toujours dans de nouveaux projets de recherche auxquels tu crois. Et tu m'as répondu qu'il ne fallait jamais abandonner, jamais arrêter un travail en cours, renoncement qui pourrait ouvrir la voie à une triste postérité, et toujours honorer ses engagements. Alors aujourd'hui, je me suis engagée à lire cette communication. Je vais le faire, marchant droit devant comme toi, mais non sans une certaine crainte d'être à la hauteur, et non sans toute l'humilité qui caractérise ce chercheur que vous connaissez tous. Donc je viens de perdre 3 minutes sur le temps de parole de Jean-Claude Golvin et j'espère que vous me le pardonnez. Le fait d'avoir vécu à Carnac et Luxor plus d'une décennie, en nous intéressant à l'architecture d'époque romaine, ne pouvait éviter une rencontre personnelle avec les édifices isiaques les plus proches et de participer à leur publication. Le petit Sérapéum d'Adrien sur le parvis du temple de Luxor, ou l'Iséum de Deir Sheluit à Thèbes ouest. Une autre occasion s'offrit de proposer une restitution du temple numéro 8 de Sabrata. Les questions liées à la représentation de certains secteurs de Rome nous avaient conduits, après bien d'illustres prédécesseurs, à simplement proposer des images évocatrices d'autres monuments. L'Iséum du Champ de Mars, l'Iséum de Pompéi, le Sérapéum d'Alexandrie, dans des ouvrages de grande diffusion. Comment éviter, alors, d'aborder le cas le plus impressionnant des monuments de ce type, le grand Sérapéum du Quirinal ? Nous allons voir que l'interprétation et la restitution de ce monument nous posent des problèmes qui, à défaut d'être résolus, n'empêchent pas de cerner autant que possible ses caractéristiques. Il nous faudra avoir ici un regard critique sur les restitutions d'Andrea Palladio, ce qui n'enlève rien, à nos yeux, au mérite de ce vénérable prédécesseur, ni à l'admiration personnelle portée à son œuvre. En ce qui concerne le Sérapéum du Quirinal, l'article de Rabin Taylor, publié en 2004, reste fondamental. Mais l'ouvrage synthétique, intitulé Iséion, lié à la thèse de Catherine Kleible, paru en 2009, s'il n'évoque pas du tout, et très curieusement, ce monument, permet de disposer rapidement de données utiles aux comparaisons avec tous les autres monuments isiaques. Comme les vestiges du Sérapéum du Quirinal ont en grande partie disparu, les restitutions de Palladio ont tendance à apparaître à première vue, pour qui découvre ce dossier, comme des documents irremplaçables et fiables. Mais nous allons voir qu'en réalité, elles posent problème, car à l'époque, l'ouvrage de Palladio date de 1570, l'état du temple ne permettait certainement pas d'observer l'ensemble des plans et de réaliser un relevé. Voici l'aspect du site au XVIe siècle. Les documents graphiques les plus anciens et les plus proches de la date à laquelle Palladio a travaillé sont les plus intéressants à considérer. Plusieurs d'entre eux, publiés dans l'article de Taylor, indiquent qu'un des angles de l'arrière de la Kella était encore conservé jusqu'en haut, avec l'amorce du fronton de la façade postérieure, ainsi que les murs latéraux de toute la partie adossée à la colline.
sur la vision panoramique de Rome, datée de 1560, n'émerge que la partie la mieux conservée précitée, et l'on peut voir que l'espace qui correspond à la Kella et à la cour, localisable entre celle-ci et les vestiges encore visibles des thermes de Constantin, n'est occupé que par de gros tas de terre. Ce secteur de Rome était entièrement en ruine, et il apparaît ici entièrement recouvert par d'importants déblais. De même, la figure 14 de Taylor montre qu'une importante épaisseur de remblai existait du côté de la Kella. Quelles sont les incohérences et les réserves que nous pouvons porter sur ce travail ? Les différences entre la version préparatoire de Palladio et la version définitive semblent indiquer que l'ensemble du plan ne correspond pas au relevé de vestiges réellement observés. En effet, dans la première version, Palladio indique une grande abside axiale au fond de la Kella, puis il y renonce dans la seconde version. Plus gênant encore, sur les façades latérales, il indique 16 colonnes dans la première version, mais seulement 14 dans la seconde. Ceci enlève beaucoup de crédibilité au plan, puisque le mur de fond de la Kella et celui de la cour changent de position de l'une à l'autre. En conséquence, ceci fait douter de la position de la façade principale et laisse penser que le plan a été restitué par hypothèse. Les dessins anciens précités laissent penser qu'on ne devait en réalité rien voir de la Kella et de la grande cour. Pour avoir une vision plus claire du plan, il aurait fallu à Palladio pratiquer des fouilles importantes, ou du moins des sondages, mais il est sûr que s'ils avaient été faits, la position de la façade principale ou le nombre de colonnes des façades latérales n'aurait fait aucun doute. Certains des fragments d'architecture épars étaient visibles, puisque Palladio en a dessiné. Il s'en est inspiré pour restituer les colonnes et l'entablement de ces élévations, et il connaissait même exactement la hauteur de la Kella, puisqu'un de ces angles bien conservés aurait pu être directement mesuré. Nous devons conclure de tout ceci que le plan de la Kella et de la cour correspondent à une proposition très hypothétique et que de nombreux détails qui n'étaient pas visibles, comme le décor avec niche des murs latéraux de la cour, sont un pur ajout de sa part. Cependant, la largeur de la Kella et celle de la partie inférieure du temple étaient visibles, comme le montrent les dessins publiés par Taylor, que je vous montre ici. De même, les pièces annexes, situées au revers de la façade postérieure de la Kella, éclairées par de grandes fenêtres cintrées, se voient parfaitement sur ce dessin, ainsi que la galerie voûtée. Certaines parties du monument pouvaient donc être mesurées, et d'autres non. Palladio s'est efforcé de redonner cohérence au plan, mais en le restituant en très grande partie par hypothèse, en ce qui concerne le temple proprement dit et la cour. Il ne pouvait faire autrement pour tenter de donner une idée d'ensemble de cet impressionnant monument. Critique de la restitution proposée par Palladio. Je vais vous montrer quelques-unes des restitutions d'Andrea Palladio. Voici tout d'abord l'élévation restituée de la partie antérieure du temple, avec le pronaos, et au fond, le mur à niche de la cour. Cette vue montre la façade principale et une des niches du pronaos. Regardons maintenant la coupe sur la Kella, avec au fond le mur à niche de la cour et le plan. Voici la coupe sur le pronaos et la partie antérieure de la Kella. Et enfin, le relevé de détails de l'entablement d'un chapiteau, d'une base et l'amorce d'un fût. Nous bénéficions aujourd'hui d'un grand nombre de résultats de recherche sur les monuments isiaques et sur les temples en général. C'est cet apport scientifique qui nous permet de critiquer Palladio. Mais à son époque, aucune étude d'ensemble n'existait et nous ne saurions donc lui faire de reproches fondés. Aujourd'hui, ainsi, sa restitution est critiquable sur un certain nombre de points. Par exemple, nous ne croyons pas que la Kella ait pu être hypêtre, comme le montrent ses coupes. Ceci ne semble pas conforme au culte de Sérapis et d'Isis, et d'autre part, le seul exemple de temple
pour lequel ce fait est avéré, est le temple d'Apollon à Didyme. La présence de colonnades détachées des murs à l'intérieur de la Kella n'est pas convaincante non plus. Et l'existence d'un véritable espace de circulation derrière elle ne connaît aucun parallèle. En outre, nous ne pensons pas qu'une colonnade ait pu exister au fond de la Kella, car dans tous les édifices isiaques bien conservés, le fond de cette dernière est occupé par une grande banquette comportant les statues de toutes les divinités associées, Sérapis, Isis, Osiris, Harpocrate et Hermanubis. Malgré tout, son interprétation du monument est intéressante, car il restitue un fonctionnement logique vraisemblable, ce qui rend le commentaire de ces documents intéressant. L'angle conservé suffit à montrer que le temple était pseudo-périptère sine postico. Même si aucun vestige n'a été observé, l'existence d'une grande cour liée au temple est très vraisemblable, car elle est conforme au cas général. On peut l'observer à Pergame, à Alexandrie, à Éphèse, à Leptis Magna et encore à bien d'autres endroits. En revanche, il ne semble pas que la cour ait pu avoir des portiques par manque d'espace, au moins dans l'extension que Palladio lui a donnée, mais aussi parce qu'il se serait mal raccordé à la Kella. Le fonctionnement du temple qu'il propose est conforme à la structure générale pour toute la partie connue du plan, en ce sens qu'il représente les longs espaces qui devaient correspondre aux escaliers servant à monter vers le temple depuis le bas de la ville et une cour centrale. L'existence de ces escaliers, éclairés en façade par de grandes fenêtres, mentionnées sur les dessins anciens et toujours visibles pour certains, ne fait aucun doute, comme le montre la figure 20 publiée par Taylor. Qu'en est-il de la représentation de ce Serapeum dans les envois de Rome et sur la maquette de Gismondi ? Une quinzaine d'architectes ont travaillé sur le Serapeum dans le cadre des envois de Rome, mais tous à partir des mêmes éléments. Nous citerons surtout Gustav Adolph Gerhardt, qui a proposé une restitution d'ensemble du Serapeum du Quirinal. Elle traduit pour l'essentiel celle de Palladio en ce qui concerne le temple et la cour. Il a placé par hypothèse sur les murs des chiffres les statues de Castor et Pollux trouvées sur le site, mais le décor du fronton et tous les autres ornements sculptés sont imaginaires. La restitution du bas de l'édifice est fausse, au moins parce qu'il représente les escaliers montants en plein air, alors que les gravures anciennes indiquent l'amorce d'une voûte. Le bâtiment inférieur ouvre directement sur l'extérieur par 3 arcs. Or, cette ouverture à tous les vents serait impossible d'un simple point de vue fonctionnel. Ici, le fonctionnement du plan de Palladio se révèle être bien supérieur, car il restitue 2 arcs d'entrée et des pièces de service. La restitution du temple sur la maquette de Gismondi est conforme au plan de Palladio et elle représente les escaliers couverts de façon satisfaisante. Cependant, rien ne prouve que cette partie du temple était conservée et observable. Avec pertinence, la cour est donc fermée sur l'extérieur ainsi que les escaliers. Ils desservent en haut les pièces annexes et les petites galeries voûtées transversales qui menaient à la grande cour supérieure. L'importance et la monumentalité de ces escaliers voûtés interrogent. Ceci semble indiquer que beaucoup de monde pouvait les emprunter. Ces escaliers étaient-ils dès lors destinés à des processions ? Peut-on imaginer qu'il s'agissait en réalité des grands escaliers de communication avec le sommet du Quirinal ? On aurait pu, en temps ordinaire, les emprunter en traversant la grande cour du temple, qui n'aurait pas constitué un monde clos, mais une sorte de place publique prestigieuse. Une telle idée est discutable, mais ne nous donne pas satisfaction. Il nous faudrait améliorer la première restitution que nous avions faite rapidement en 2016. Excusez-moi. Dans le modeste but que le Serapeum évoqué, cependant avec vraisemblance, serve de décor dans un scénario. Nous donnons aujourd'hui un simple état de la réflexion menée, alors qu'il faudrait pousser davantage sur le plan scientifique.
il faut s'en tenir au plan définitif de Palladio, car il est à la fois le plus pertinent en ce qui concerne toutes les parties connues du Sérapéum et parce qu'il reste vraisemblable. Même en admettant une marge d'imprécision dans le relevé, il est certain que le temple devait avoir des dimensions impressionnantes, une largeur de 70 mètres et une longueur de l'ordre de 86 mètres, comportant par hypothèse 14 travées et un pilastre d'angle accolé au mur postérieur, entièrement en plan et sans décor de pilastre. Peut-être que ce temple possédait une crypte. Voilà. Le plan d'ensemble devait être parfaitement symétrique, comme le suggèrent les dessins anciens et les parties conservées toujours visibles. Le temple était entièrement en pierre, mais les murs du grand escalier en opus latericium restent en partie visibles. Nous avons couvert la quella, ne pensant pas qu'elle puisse être hypêtre, et nous n'avons pas représenté l'intérieur, ce qui, faute d'indices, n'avait aucun intérêt. Notre but était de redonner une première image qui traduise bien la monumentalité de l'édifice. C'était le plus grand des temples de Rome, ce qui souligne l'importance des cultes orientaux dans la ville. On peut se demander pourquoi il a été orienté ainsi et non de l'autre côté, ce qui lui aurait donné beaucoup plus d'effet vu d'en bas. Néanmoins, avec ses grandes dimensions et sa position élevée, il marquait fortement le paysage de Rome. Aucun argument ne peut être avancé, tel que celui d'une orientation privilégiée sur le plan religieux. Notre but était aussi d'imaginer le grand temple dans un contexte urbain vivant pour retrouver un petit peu de l'effet impressionnant qu'il devait donner à l'origine. Nous avons restitué la façade latérale en mesurant la pente, correspondant à une hauteur de 40 mètres pour 100 mètres sur le dessin ancien de la figure de Taylor que vous avez ici à l'écran. Nous avons ensuite cherché à restituer l'escalier intérieur avec des dimensions de marche vraisemblables, donc des marches hautes de 22 cm et larges de 35 cm, et des paliers, ce qui représente au total 181 marches pour monter une hauteur d'une quarantaine de mètres. Nous avons constaté que c'était effectivement celle de la colline donnée par Filippo Quarelli dans la collection Rome des guides La Terza. Nous pensons qu'un palier était nécessaire devant la fenêtre numéro 8 pour donner accès aux pièces E, F et peut-être G. Il s'agirait peut-être de bureaux, de salles de réunion ou de salles en relation avec le culte. Les autres paliers seraient en face des fenêtres 4 et 6, et ils peuvent être régulièrement répartis pour déterminer 4 volets réguliers. En bas, les espaces A, B, C et D devaient être des pièces de service, peut-être une salle de garde ou des latrines. L'espace 4 dessert un long couloir voûté qui ouvre sur une cour centrale très encaissée. La façade de cette cour est restituable d'après la figure 19. Elle dessert sans doute d'autres pièces sous E, F et G. La datation de ce temple a été discutée. En admettant de nous replacer à l'époque de Caracalla, l'environnement précis étant inconnu pour cette époque, nous n'avons fait qu'esquisser l'amorce d'un éventuel établissement thermal qui aurait précédé celui de Constantin. Que pouvons-nous faire maintenant ? Compte tenu des incertitudes du plan de Palladio, qui reste cependant la meilleure base possible, il ne serait possible que de l'améliorer en proposant les corrections suggérées ici, dans le but de faire une restitution 3D. Une autre chose possible serait de relever au laser, aujourd'hui, les blocs encore connus et de restituer finement, si on le souhaitait, l'ordre du temple, avec colonnes, entablements et amorces du fronton, pour étudier les proportions et la modénature. Mais ceci serait une tâche bien difficile et onéreuse pour un résultat final très partiel. Mais tel n'a pas été l'objet de notre étude. Il faut se contenter, pour l'heure, d'une simple image évocatrice.
elle suffit, cette image, à nous rapprocher au mieux, et pour l'essentiel, de l'image du célèbre monument, et ce but est le seul à notre sens qu'il soit possible d'atteindre raisonnablement. La représentation finale correspond à une image frappante, celle de l'édifice très important de Rome qui nous manquait, compte tenu de notre intérêt personnel pour les édifices isiaques. Il convient ainsi de rester raisonnable et de s'en tenir à une proposition qui, pour l'essentiel, ne sera, il est vrai, qu'une bien modeste façon d'honorer notre grand ancêtre de la Renaissance. Je vous remercie.